Tu n'obtiens jamais ce que tu veux parce que tu crois encore que l'accord dépend de l'autre. Tu attends qu'on te comprenne, qu'on reconnaisse tes besoins, qu'on fasse un pas vers toi. Mais la vérité, c'est que la négociation n'a jamais été un terrain d'équité. C'est un art invisible où ceux qui dominent sont ceux qui comprennent la psychologie du silence, de la tension et du sacrifice apparent. Les négociateurs de Harvard t'apprennent à coopérer. Machiavel t'apprend à vaincre sans bruit. Entre empathie stratégique et manipulation froide, il existe un chemin que personne ne t'a montré. Obtenir ce que tu veux sans jamais forcer. Influencer sans jamais parler. Signer sans jamais supplier. Et si c'était ça, le vrai pouvoir? Écris en commentaire. Je veux apprendre l'art du silence stratégique. Abonne-toi, aime cette vidéo et reste jusqu'à la fin. Une vérité interdite t'attend. Une révélation sans retour. La négociation, dans notre imaginaire moderne, est devenue un théâtre poli. On y parle de concessions, d'écoute active, d'accords gagnant-gagnant. Cette vision vient des écoles anglo-saxonnes du XXe siècle et surtout du fameux programme de négociation de Harvard, qui a transformé l'art de l'influence en méthodologie rationnelle. Mais bien avant eux, Machiavel observait les jeux de pouvoir avec une lucidité brutale. Il ne s'agissait pas de coopérer, mais de survivre. Pour lui, obtenir un accord n'était pas une victoire morale, mais une opération stratégique. Ce que Harvard ignore souvent, c'est que l'humain ne cherche pas un accord équitable, il cherche à ne pas perdre. Entre ces deux visions, s'est creusé un fossé que peu osent regarder. Et pourtant, dans ce gouffre se cache la vérité. Tu ne peux rien négocier si tu n'as pas compris ce que l'autre redoute de perdre. C'est là que commence le vrai pouvoir. Tu crois que les accords se construisent avec des mots. Tu crois que la raison mène au consensus. Mais dans l'ombre de chaque négociation, ce sont d'autres forces qui décident. Peur, orgueil, silence, perception. Cette première partie va t'exposer les 7 leviers invisibles que les maîtres de l'influence manipulent, sans jamais en parler. Écoute attentivement. Tu ne verras plus jamais un accord de la même manière. Le premier levier que tu dois comprendre, c'est la peur de l'isolement. L'être humain redoute plus que tout d'être exclu. Cette peur primale d'être laissé seul, rejeté du groupe, oublié du regard des autres, est la clé que Machiavel tiendrait en main s'il entrait dans une salle de négociation. Tu ne négocies jamais avec la logique d'un être rationnel. Tu négocies avec ses failles affectives, ses angoisses secrètes, ses souvenirs d'abandon. Si tu veux obtenir quelque chose, ne commence jamais par ce que tu veux. Commence par ce que l'autre redoute de perdre. Sa place, sa reconnaissance, son lien, sa voix. Celui qui active cette peur, même subtilement, possède un avantage invisible. Les négociateurs de Harvard parlent d'objectifs partagés, de coopération. Mais dans le silence, ce sont les regards, les silences prolongés, les gestes exclusifs qui tracent les frontières du pouvoir. Tu ne persuades pas avec des mots. Tu inclus ou tu rejettes. Tu fais miroiter un espace auquel l'autre veut appartenir, ou tu le places au bord du vide. L'humain préfère céder plutôt que de se sentir isolé. Alors la question n'est pas « que dois-je dire ?» mais « que dois-je faire ressentir ?» Si tu maîtrises cette peur, tu obtiens plus qu'un accord. Tu déclenches une soumission habillée d'amabilité. Et personne ne se rend compte que la décision n'a pas été prise, elle a été arrachée à l'intérieur. Le deuxième levier, c'est le besoin d'identité. Aucun être humain ne prend une décision contre l'idée qu'il se fait de lui-même. C'est une règle absolue. Si tu entres dans une négociation sans comprendre qui l'autre pense être, tu es déjà perdu. La plupart des gens veulent avoir raison, mais plus profondément, ils veulent rester cohérents avec leur image. Le dirigeant veut rester visionnaire, le père veut rester protecteur, l'artiste veut rester libre. Si ta demande menace cette identité, même de manière subtile, elle sera rejetée. Pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle blesse l'ego. Machiavel aurait observé ceci avec précision. Ce n'est pas le contenu de ta proposition qui compte, mais son effet sur le miroir intérieur de ton interlocuteur. Tu dois donc parler sa langue identitaire. Tu dois lui présenter ton idée non pas comme un compromis, mais comme une extension de ce qu'il croit déjà être. C'est pour cela que les grands manipulateurs ne parlent jamais d'eux. Ils parlent de l'autre,
mais d'un autre idéalisé, valorisé, flatté. Et ainsi, ils obtiennent ce qu'ils veulent sans opposer de résistance. Dans une négociation, la vérité ne gagne pas. Ce qui gagne, c'est ce qui protège l'image que chacun veut donner de lui-même. Comprends cela, et tu n'auras plus jamais besoin de forcer. Tu n'auras qu'à créer l'illusion d'une fidélité à soi. Et même si l'accord te sert, il semblera toujours servir l'autre. Voilà le vrai pouvoir, faire croire à l'adversaire qu'il vient de se renforcer alors qu'il s'est enchaîné à ta cause. Le troisième levier, c'est la maîtrise du silence. Celui qui parle, perd. Cette règle, aussi brutale soit-elle, est vérifiée dans toutes les formes de pouvoir. Lorsque tu expliques trop, tu révèles ton besoin. Lorsque tu justifies, tu avoues une faiblesse. Le silence, lui, ne demande rien. Il oblige, il installe une tension que l'autre veut fuir. Et c'est là que le piège se referme. Dans une négociation, le premier qui cherche à combler le vide est déjà en train de perdre. Machiavel le savait. Un silence stratégique n'est pas un vide, c'est une présence invisible. Il remplit la pièce, crée de l'inconfort, pousse l'autre à parler, à deviner, à offrir des pistes. Les négociateurs de Harvard enseignent à écouter activement. Mais ils oublient ceci. Écouter, ce n'est pas répondre. C'est faire durer l'absence de réponse. Car dans ce laps de temps, tu récupères le pouvoir. Tu vois les hésitations, les contradictions, les angles morts. Tu laisses l'autre négocier avec lui-même. Et souvent, il te livre ce que tu n'as même pas demandé. La parole est une monnaie fragile. Le silence est une menace. Celui qui ne parle pas impose une question. Que cache-t-il? Que veut-il vraiment? Et cette question devient obsessionnelle. Le silence bien manié est une forme d'agression froide. Il fait perdre ses repères. Il force l'autre à révéler son jeu. Apprends à ne pas remplir l'espace. Apprends à le laisser brûler. Et tu verras que ceux qui croient être dominants n'ont en fait aucune armure contre un homme qui n'a pas besoin de parler. Le quatrième levier, c'est la guerre des perceptions. Tu crois encore que les faits comptent. Tu crois que la vérité parle d'elle-même. Mais dans l'arène de l'influence, la réalité est toujours secondaire. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui est vrai, mais ce que chacun croit vrai. La perception est une arme. Et celui qui la contrôle n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Machiavel ne cherchait pas à imposer des faits. Il créait des cadres. Il savait que le récit prévaut sur la réalité. Si tu fais croire que ton offre est un privilège rare, elle devient précieuse. Si tu la présentes comme une faveur accordée, elle déclenche la gratitude. Si tu la montres comme un sacrifice de ta part, elle génère une dette morale. Tu n'as rien changé, sauf la perception. Et pourtant, la perception a tout changé. Les négociateurs modernes parlent de transparence. Mais dans les coulisses, tous les stratèges savent que la vérité ne suffit jamais. Il faut savoir quoi montrer, quoi cacher, et surtout comment cadrer chaque élément. Le pouvoir n'est pas dans le contenu, mais dans la manière dont il est perçu. Celui qui arrive à imposer son cadre mental, même subtilement, a déjà gagné. Et souvent, ce n'est pas en s'imposant, mais en laissant l'autre croire qu'il pense librement. La vraie manipulation n'impose rien. Elle suggère. Elle façonne le décor intérieur jusqu'à ce que la cible ne sache plus si l'idée vient d'elle ou de toi. Le cinquième levier, c'est la patience asymétrique. Celui qui peut attendre détient la clé. Dans une négociation, le temps est un instrument de domination. Celui qui le subit est prisonnier. Celui qui l'impose devient maître. La patience asymétrique, c'est l'art de maintenir une tension sans l'interrompre. C'est refuser de céder à l'urgence que l'autre tente d'installer. Les négociateurs de Harvard parlent de timing optimal, d'efficacité, de fenêtre d'opportunité. Machiavel, lui, t'apprend que le plus dangereux, c'est celui qui n'a pas peur d'attendre. Car l'autre finira toujours par parler, par révéler, par céder. L'impatience trahit le besoin. La patience, elle, simule l'abondance. Celui qui peut retarder une décision donne l'impression de ne rien avoir à perdre. Et cette impression déstabilise. Dans une négociation, l'un des deux est toujours plus pressé que l'autre. Celui qui identifie ce déséquilibre et le renforce s'installe dans la domination invisible. Tu n'as pas besoin de presser, tu as besoin de durer, de laisser le vide faire son œuvre, de laisser l'angoisse s'installer.
Celui qui résiste au vide finit par le remplir. Celui qui l'accepte devient celui qu'on supplie. La patience n'est donc pas une vertu, c'est une stratégie, une arme froide, une posture royale. Et souvent, c'est elle qui déclenche l'accord. Pas parce qu'il est prêt, mais parce que l'autre ne l'est plus. Le 6e levier, c'est la menace voilée. Les menaces directes déclenchent la résistance. Elles réveillent l'orgueil, la défense, le besoin de riposter. Mais la menace voilée, elle, agit dans l'ombre. Elle est imprécise, insinuée, suspendue dans l'air. Elle ne dit pas ce qui arrivera. Elle suggère que quelque chose pourrait arriver. Et c'est cette incertitude qui empoisonne doucement l'esprit de l'autre. Dans une négociation, si tu veux provoquer une reddition sans affrontement, ne menace jamais. Laisse deviner, laisse le doute s'installer. Machiavel excellait dans cet art. Il savait que la peur diffuse est plus efficace que la peur déclarée. Tu n'as pas besoin de dire ce que tu feras si on te dit non. Tu n'as même pas besoin d'évoquer une conséquence. Tu laisses un silence, un regard, un déplacement léger dans ta posture. Tu évoques un passé trouble, un partenaire invisible, une décision extérieure qui pourrait compliquer les choses. Tu restes flou, et c'est cette brume stratégique qui crée une tension, car l'imagination de l'autre fera le travail à ta place. La vraie menace, c'est celle que l'adversaire construit dans sa propre tête. Et face à elle, il ne peut pas se défendre, parce qu'il n'a rien de concret à combattre. Les négociateurs modernes évitent cela par éthique. Machiavel, lui, te dirait que l'éthique ne protège pas dans un monde où chacun veut tirer plus. Celui qui maîtrise la menace voilée peut obtenir une capitulation sous forme de sourire. Et personne ne dira jamais qu'il a imposé quoi que ce soit. Il aura juste évoqué une possibilité. Mais cette possibilité aura tout fait basculer, car le doute, bien planté, devient une obsession. Le 7e levier, c'est l'illusion de l'accord. Tu n'as pas besoin d'un accord pour gagner. Tu as seulement besoin que l'autre pense qu'il a gagné. Ce levier est le plus invisible, le plus raffiné, et pourtant le plus décisif. Il repose sur une vérité psychologique brutale. Les gens ne veulent pas forcément ce qui est juste. Ils veulent avoir le sentiment d'avoir triomphé. Alors donne-leur cette impression. Laisse-les croire que l'idée vient d'eux. Laisse-leur l'honneur, les mots, la posture. Et prends ce que tu es venu chercher. Machiavel aurait souri à cette stratégie. Il savait que les grands esprits se font souvent voler par flatterie. Si tu veux obtenir un accord sans résistance, n'oppose jamais. Oriente. Guide la perception. Crée un faux choix. Propose 2 options qui mènent à la même issue. Laisse ton interlocuteur choisir, croire qu'il contrôle. Et pendant ce temps, tu avances. L'illusion de l'accord, c'est quand celui qui perd se sent valorisé. C'est quand celui qui cède repart avec le sentiment d'avoir dicté la fin. Et c'est pour cela que cette technique fonctionne si bien. Elle ne brise pas l'ego, elle le nourrit. Les négociateurs de Harvard parlent de consensus. Machiavel, lui, parle de mise en scène. La tienne doit être impeccable. Sois généreux en apparence, flexible sur les détails, flatteur dans le ton, mais inflexible dans la direction. Tant que l'autre a le sentiment de gagner, tu peux tout lui prendre, parce que le pouvoir véritable ne s'impose pas. Il se déguise en récompense. Et le jour où tu comprendras cela, tu ne chercheras plus à convaincre. Tu chercheras à laisser croire. Tu crois que l'accord est un aboutissement logique. Tu penses que l'on discute, que l'on s'écoute et que l'on trouve un terrain commun. Mais ce que personne ne t'a dit, c'est que chaque décision repose sur des tensions invisibles, des peurs silencieuses, des mécanismes refoulés. Dans cette deuxième partie, tu vas voir l'autre face du pacte, celle que même les négociateurs ignorent. La première vérité cachée, c'est que les gens ne cherchent pas la vérité. Ils cherchent à protéger leur fiction personnelle. Tout individu vit dans une narration, un récit qu'il se raconte sur lui-même, sur les autres, sur le monde. Ce récit est rarement vrai. Il est cohérent, rassurant, parfois héroïque, parfois victime, mais toujours construit pour éviter la fragmentation intérieure. Lorsque tu négocies avec quelqu'un, tu ne touches pas une logique objective. Tu t'adresses à cette fiction, à cette bulle symbolique dans laquelle il se sent en sécurité. Et si ta proposition menace cette bulle, même si elle est factuellement brillante,
elle sera rejetée. Ce que Machiavel a compris, et que peu de négociateurs modernes acceptent, c'est que la vérité n'est pas le terrain commun. C'est une menace silencieuse. Car si tu confrontes l'autre à une réalité qu'il n'est pas prêt à voir, tu ne le convaincras pas, tu l'humilieras intérieurement. Tu le mettras face à une déchirure qu'il ne veut pas affronter. Et cette douleur, il te la fera payer. Tu seras perçu comme agressif, même si tu es calme, comme manipulateur, même si tu es sincère, car tu auras brisé le miroir dans lequel il se regardait. Si tu veux obtenir un accord, tu ne dois pas chercher la vérité nue. Tu dois entrer dans la fiction de l'autre, l'explorer, en respecter les règles internes et insérer ta demande comme si elle faisait déjà partie de l'histoire. Alors, il ne résistera pas, parce qu'il ne sentira pas qu'il change. Il croira qu'il continue. C'est là le secret. La négociation n'est pas une collision de vérité, c'est une rencontre entre illusions compatibles. Et celui qui comprend cela peut obtenir n'importe quoi sans déclencher de guerre. Parce qu'il parle au rêve, pas à la raison. La deuxième vérité cachée, c'est que l'accord est souvent une fuite, pas une décision. Tu crois que les gens signent un accord parce qu'ils ont réfléchi, qu'ils ont pesé les pour et les contre, qu'ils ont pris une décision consciente, éclairée. Mais la plupart du temps, ce n'est pas ce qui se passe. L'accord vient parce qu'ils veulent fuir un malaise, fuir une tension, fuir un silence trop lourd, fuir une peur de perdre quelque chose. Cette fuite prend la forme d'un oui, mais c'est un oui de fatigue, pas de conviction. Et ce genre d'accord est dangereux, car il repose sur une pression émotionnelle, pas sur une vision partagée. Machiavel l'avait pressenti. Les hommes agissent moins par désir que par crainte. Celui qui veut vraiment obtenir un accord ne doit pas chercher à convaincre. Il doit repérer ce que l'autre cherche à éviter, ce qu'il veut faire disparaître de la table, de son esprit, de sa réalité. Et s'il réussit à incarner cette sortie de secours, il obtiendra tout. Mais ce type d'accord est fragile, parce qu'il n'est pas enraciné dans la volonté, mais dans l'évitement. Et il faudra le maintenir, non pas en l'entretenant rationnellement, mais en laissant planer la menace de ce dont il sauve. C'est ici que les négociateurs de Harvard se trompent. Ils croient au consentement éclairé. Machiavel, lui, croit au soulagement provisoire. Il sait que les gens signent non pas pour s'engager, mais pour s'alléger. Ils veulent se débarrasser d'un poids, pas bâtir un avenir. Et si tu comprends cela, tu arrêteras de parler d'avantages et de valeurs. Tu commenceras à parler de paix mentale. Et c'est là que tu deviendras irrésistible. Non pas parce que tu proposes le meilleur accord, mais parce que tu deviens la porte de sortie invisible d'un labyrinthe intérieur. La troisième vérité cachée, c'est que la majorité des concessions sont faites par peur de la dissonance intérieure, pas par rationalité. Quand une personne fait une concession, ce n'est pas toujours parce qu'elle a été convaincue. Souvent, elle le fait pour réduire une tension interne qu'elle ne comprend pas vraiment. Cette tension s'appelle dissonance cognitive. C'est le malaise de sentir que deux choses s'opposent en soi, ce que l'on pense être et ce que l'on est en train de faire, ce que l'on croit mériter et ce que l'on est prêt à céder. Dans une négociation, celui qui crée cette dissonance, sans l'attaquer de front, devient redoutable. Il installe une contradiction silencieuse dans l'esprit de l'autre. Il ne dit pas « tu es faible », il montre à travers le déroulé de la discussion que l'autre n'agit pas comme il prétend être. Et cet inconfort psychique pousse à agir pour retrouver une cohérence. Pas pour gagner, pas pour convaincre. Juste pour ne plus ressentir ce tiraillement intérieur. Machiavel aurait vu là un levier maître. Provoquer sans accuser. Déstabiliser sans dénoncer. Tu fais en sorte que l'autre sente qu'il se trahit s'il ne bouge pas. Et cette honte implicite devient un moteur. L'accord qui s'ensuit n'est pas un choix. C'est un rétablissement psychologique. Les plus grands stratèges ne cherchent pas à dominer par la force. Ils déclenchent en silence ce malaise intérieur. Ils amènent l'autre à se remettre en cohérence avec son récit, sa posture, son image. Et ainsi, sans jamais le forcer, ils l'amènent à céder. Non pas parce qu'il est convaincu, mais parce qu'il ne peut plus supporter l'idée de se voir autrement. Ce n'est donc pas le contenu qui fait céder, c'est le miroir invisible qu'on tend à l'autre.
et, s'il ne s'y reconnaît plus, il agira pour redevenir lui-même. La quatrième vérité cachée, c'est que les accords les plus solides sont bâtis sur des blessures inconscientes. Les pactes les plus durables ne sont pas fondés sur l'intérêt commun. Ils sont enracinés dans des cicatrices profondes, dans des manques anciens que chacun essaie de combler sans le savoir. Celui qui signe n'unit pas seulement sa volonté à la tienne, il unit sa blessure à ton discours. Dans toute négociation, il y a une brèche invisible qui cherche à se refermer. Ce peut être un besoin de reconnaissance, un complexe d'infériorité, une peur de l'abandon, un souvenir de trahison. Si tu trouves cette faille, tu n'as pas besoin d'arguments. Tu as juste à la toucher doucement, à en faire résonner l'écho dans tes mots, dans ta posture. L'autre sentira, sans le formuler, que tu le comprends. Et ce sentiment, plus que tous les avantages, le poussera à te suivre. Machiavel savait que la loyauté ne vient pas de la raison. Elle vient du soulagement. Celui qui apaise une blessure devient nécessaire. Et ce besoin émotionnel scelle des accords plus forts que n'importe quelle logique. Les négociateurs modernes ignorent souvent cela, prisonniers de leur cadre technique. Mais l'âme humaine, elle, ne négocie pas pour équilibrer, elle négocie pour réparer. Si ton discours peut se brancher sur une faille inconsciente, tu deviens irrésistible. Et même si l'autre ne comprend pas pourquoi il cède, il sent qu'il doit le faire. Parce que tu es devenu le prolongement de son manque. Et tant qu'il ne l'a pas comblé, il ne pourra pas se détacher de toi. C'est ainsi que naissent les accords profonds, quand l'un reconnaît chez l'autre ce qu'il cache à lui-même. La cinquième vérité cachée, c'est que celui qui souffre le moins décide le plus. La souffrance émotionnelle est la monnaie cachée de toute négociation. Celui qui est prêt à perdre, à rester sans réponse, à vivre avec le silence ou le rejet, détient un pouvoir psychologique immense. À l'inverse, celui qui ne supporte pas la frustration, l'inconnu ou le déséquilibre devient esclave de son propre inconfort. Machiavel l'avait compris. Le vrai pouvoir appartient à celui qui peut attendre, encaisser ou partir sans trembler. Et c'est rarement une question de statut, c'est une question de seuil de douleur. Celui qui souffre le moins peut imposer les délais, refuser les concessions, garder son calme. Il ne cherche pas à accélérer l'accord, car il ne le vit pas comme une urgence. Et c'est cette posture qui crée une tension chez l'autre, car l'humain a besoin de soulagement immédiat. Il veut sortir de l'incertitude, il veut clore le dossier. Et face à quelqu'un qui n'a pas cette dépendance émotionnelle, il se dérègle. Il devient impatient, nerveux, déséquilibré. Et c'est dans cet état qu'il commence à céder. Pas parce que l'offre est meilleure, mais parce que le poids du non résolu devient trop lourd. Si tu veux dominer un échange, travaille ton seuil de souffrance. Apprends à rester calme dans l'inconfort. Ne montre jamais ton besoin. Et surtout, ne cherche pas à être compris. Sois celui qui reste debout dans la tempête. Celui qui peut tout perdre sans paniquer. C'est cette stabilité intérieure, cette paix froide, qui donne le dernier mot. Pas la compétence, pas le charisme, juste la capacité à souffrir moins que l'autre sans scier. La sixième vérité cachée, c'est que le désir d'harmonie sociale masque souvent la peur de l'abandon. Beaucoup de gens prétendent vouloir la paix, l'unité, l'équilibre. Ils parlent de relations saines, de coopération, d'harmonie. Mais derrière ces mots se cache souvent un vide plus profond. La peur d'être rejeté. Ce désir d'accord n'est pas toujours noble. Il est parfois un déguisement émotionnel. L'individu cherche à maintenir des liens non parce qu'ils sont bons, mais parce qu'il ne supporte pas l'idée d'être seul, ignoré, effacé. Dans une négociation, celui qui porte cette blessure se trahit par son empressement à rassurer, à se justifier, à ménager l'autre. Il cède trop vite, non pas par stratégie, mais par angoisse. Machiavel aurait vu cela immédiatement. Il aurait compris que derrière chaque sourire conciliant peut se cacher un enfant abandonné. Et cette blessure, si tu l'aperçois, devient une faille exploitable. Tu n'as pas besoin d'être cruel. Il te suffit de t'éloigner légèrement, de suspendre le lien. Et tu verras l'autre revenir, non pas parce que ta proposition est bonne, mais parce qu'il ne supporte pas le froid. Ce que les négociateurs appellent reconnexion émotionnelle, Machiavel le nommerait mise à distance contrôlée. Tu n'as pas besoin d'insister. Tu crées un silence relationnel. Et ce silence devient une menace pour celui qui a peur d'être abandonné,
Ce que tu dois comprendre, c'est que l'accord ne se signe pas toujours avec la tête. Il se signe avec la blessure. Et si tu identifies celle qui a peur du vide, tu pourras obtenir bien plus qu'une réponse. Tu pourras obtenir une fidélité temporaire, une dépendance, une forme de loyauté confuse. Écris en commentaire. Je vois maintenant la peur derrière l'harmonie. C'est là que commence la négociation invisible. La 7e vérité cachée, c'est que le langage ne sert pas à dire, mais à dissimuler le vrai rapport de force. Dans une négociation, on parle d'ouverture, de respect, de dialogue. Mais ces mots sont rarement utilisés pour révéler la vérité. Ils sont là pour la couvrir, pour créer un espace où la violence du rapport de force semble avoir disparu. Mais elle est toujours là, juste déplacée, masquée, transposée. Celui qui parle le plus de coopération est souvent celui qui veut éviter un affrontement frontal. Celui qui insiste sur l'équité sait qu'il ne l'obtiendra pas naturellement. Et c'est dans cette hypocrisie fonctionnelle que le langage devient une arme. Machiavel n'aurait pas nié l'importance des mots, mais il aurait dit ceci: les mots sont des paravents. Ce ne sont pas eux qu'il faut écouter. Ce sont les silences autour, les regards, les temps morts, les phrases non terminées. Ce sont ces espaces vides qui révèlent le véritable rapport de force. Si tu maîtrises ces codes, tu n'as pas besoin de t'imposer. Tu laisses l'autre t'offrir la vérité dans ce qu'il évite de dire. Les négociateurs modernes se focalisent sur les formulations. Machiavel se serait focalisé sur les refoulements. Et c'est là que tu deviens dangereux, lorsque tu comprends que la vraie négociation ne se joue pas dans ce qui est dit, mais dans ce qui est tu. Le langage est une danse, mais c'est celui qui connaît la musique cachée qui guide les pas. Ne t'arrête donc jamais aux mots. Cherche ce qu'ils veulent couvrir. Et tu verras que celui qui parle doucement peut écraser l'autre, simplement parce qu'il a saisi le cœur du déséquilibre. Savoir ne suffit pas. Comprendre les leviers invisibles et les vérités cachées est inutile si tu ne les incarnes pas dans tes actes. Cette 3e partie va te montrer comment appliquer concrètement ce que tu viens de découvrir. 7 techniques, 7 postures intérieures, 7 manières d'agir pour ne plus subir aucune négociation. Tu vas apprendre à peser sans élever la voix. La première technique que tu dois maîtriser, c'est l'ancrage du silence stratégique dans toute discussion. Le silence ne doit jamais être un hasard. Il doit être planté, pesé, organisé. Dans une négociation, ton silence est ton outil le plus puissant, mais seulement s'il est maîtrisé. Ce que tu dois apprendre à faire, c'est l'ancrer au bon moment, comme une interruption maîtrisée dans le flot des mots. Tu parles, tu avances une idée, puis tu te tais. Pas pour écouter, pour régner. Ce silence crée une élévation invisible de ta position. L'autre attend une suite, une justification, une ouverture. Tu ne la donnes pas. Il se déséquilibre. Et ce déséquilibre le pousse à parler, à combler le vide, à exposer ses propres limites. Plus ton silence est ancré dans ton calme, plus il devient lourd. Tu ne dois jamais le rompre avec nervosité. Tu dois le laisser s'installer, le prolonger, le rendre inconfortable. Car ce malaise, c'est là que tu domines. Machiavel aurait utilisé ce silence comme une lame froide. Ce n'est pas un mutisme passif. C'est une autorité qui s'exprime sans bruit. Tu ne dis rien, mais tu imposes la présence. Tu es le mur sur lequel l'autre se cogne, sans comprendre pourquoi il s'excuse. Dans chaque discussion tendue, place ton silence après une phrase simple, sans conclusion. Laisse flotter, observe, laisse l'autre négocier avec lui-même. Ce que tu veux, ce n'est pas que ta voix résonne, c'est que ton absence pèse. Et lorsque tu parleras à nouveau, ta parole aura une valeur que le bruit ne pourra jamais égaler. Voilà comment tu poses une force invisible dans l'air, en te taisant au moment précis où l'on attend ta faiblesse. La 2e technique consiste à reformuler l'offre de l'autre dans ses propres valeurs identitaires. Celui qui domine une négociation n'est pas toujours celui qui propose. C'est parfois celui qui reformule. Cette technique consiste à écouter l'offre de l'autre, puis à la réexprimer dans ses propres termes, ses propres repères, ses propres symboles. Tu ne changes rien au contenu, mais tu reconfigures l'image mentale.
tu crées un effet miroir. L'autre entend son idée, mais embellie, clarifiée, agrandie. Il sent que tu l'as compris, et plus encore, que tu l'as validé. Et dans cette validation, il baisse sa garde. Ce n'est pas de la flatterie, c'est de la stratégie symbolique. L'être humain est viscéralement attaché à son identité. Si tu respectes cette construction interne, tu obtiens plus qu'un oui. Tu obtiens une ouverture. Machiavel aurait compris cela comme une forme de possession douce. Tu entres dans l'univers de l'autre, tu adoptes ses lois internes, tu parles son langage. Et soudain, tu n'es plus un opposant, tu es un prolongement. Le cerveau, face à une idée reformulée selon ses propres repères, perçoit une sécurité cognitive. Et cette sécurité abaisse les résistances. Tu n'as rien imposé, tu as simplement transposé. Et c'est là que la magie opère. En reconfigurant l'espace verbal, tu orientes le processus décisionnel. Tu ne forces pas, tu guides. Et l'autre, croyant garder le contrôle, se laisse emmener vers l'accord que tu avais prévu. C'est ainsi que les grands négociateurs créent l'adhésion. Non pas en parlant fort, mais en parlant juste. Dans l'axe identitaire de celui qu'ils veulent influencer. La troisième technique repose sur la création subtile d'une dissonance intérieure non verbalisée. Tu n'as pas besoin de dire à l'autre qu'il est incohérent. Tu dois lui faire sentir qu'il est en train de se trahir. Cette technique est fondée sur un principe psychologique puissant. Personne ne veut agir à l'encontre de l'image qu'il a de lui-même. Si tu veux pousser quelqu'un à bouger, tu dois créer une tension entre ses paroles et ses actes, sans jamais l'accuser. Tu lui montres simplement, par des questions douces ou des silences placés, qu'il y a un écart. Et cet écart devient un malaise. Ce malaise devient une pression. Et cette pression devient un mouvement. Machiavel ne te dirait jamais d'humilier ton interlocuteur. Il te dirait de le pousser à se juger lui-même. C'est bien plus efficace, car s'il sent qu'il n'est plus fidèle à ce qu'il prétend être, il changera. Pas pour toi, pour lui, pour restaurer son équilibre intérieur. La clé ici, c'est de ne pas nommer la contradiction. Tu la laisses apparaître. Tu poses des faits, tu rappelles des mots prononcés plus tôt, tu fais un léger hochement de tête qui indique le doute. Et l'autre ressent l'écart. Il veut le corriger. Pas parce que tu le lui demandes, mais parce qu'il ne supporte pas la dissonance. C'est dans ce mécanisme invisible que se joue une grande partie du pouvoir psychologique. Tu ne confrontes pas. Tu exposes subtilement. Tu fais émerger un miroir. Et tu laisses l'autre décider de s'y reconnaître ou non. S'il ne s'y reconnaît pas, il changera de position, pour être à nouveau en phase avec ce qu'il veut croire de lui. Et toi, tu auras influencé sans dominer, manipulé sans contraindre. Tu auras réorienté sans bouger un seul pion. La quatrième technique s'appelle « retirer la présence » pour générer une peur d'abandon contrôlée. Le lien est une drogue, et celui qui peut le retirer sans trembler possède une puissance redoutable. Cette technique consiste à créer une forme de vide soudain, une absence qui n'est pas colère, mais retrait. Tu ne fuis pas, tu te retires. Et ce retrait, silencieux et propre, génère une tension chez l'autre. Il ne sait pas s'il t'a perdu. Il ne sait pas ce que cela signifie. Il sent juste que le lien s'est affaibli. Et cette incertitude devient insupportable, car la plupart des gens ne veulent pas perdre un lien. Même s'il est conflictuel, même s'il est flou, ils veulent le garder, le maintenir. Et c'est là que ton retrait devient stratégique. Machiavel aurait vu dans ce geste un acte d'autorité pure. Tu n'as rien dit, tu n'as rien demandé, tu as juste disparu un moment. Et dans ce silence, tu deviens obsession. Ce que tu retires devient précieux. Et lorsque tu réapparais, l'autre est prêt à négocier, à céder, à réparer. Non pas parce qu'il a changé d'avis, mais parce qu'il a eu peur. Cette peur n'est pas une manipulation brutale. Elle est le fruit d'une absence contrôlée. Et dans ce jeu d'apparition et de retrait, tu tiens les rênes de la relation. La clé ici, c'est de ne pas justifier ton retrait. Tu n'expliques rien. Tu laisses le silence travailler. Et il travaillera. Le lien humain, une fois retiré, révèle sa valeur. Et c'est à ce moment que l'autre comprend que l'accord n'est pas un compromis. C'est une manière de ne pas te perdre. La cinquième technique consiste à créer une double option gagnante
pour orienter sans imposer. Le pouvoir se cache, souvent, dans le choix apparent. Cette technique consiste à proposer deux options qui mènent toutes deux à ton objectif. Mais tu les présentes comme un dilemme. L'autre croit qu'il décide, qu'il choisit entre deux chemins. Mais les deux routes, en vérité, te servent. Machiavel aurait vu cela comme un art de la fausse latitude. Tu donnes le contrôle pour mieux orienter. Tu ne dis pas « voici ce que je veux ». Tu dis « préférez-vous cette voie ou celle-ci ». Et dans cette formulation, tu crées une illusion de liberté. L'humain déteste qu'on lui impose, mais il adore qu'on lui laisse choisir, même si le choix est truqué. Tu dois donc structurer tes propositions de manière à ce que chaque issue te soit favorable, et tu les présentes avec neutralité. Tu ne manipules pas, tu dresses le décor. Et l'autre, croyant exercer son pouvoir, s'enferme dans ton plan. Cette technique est d'autant plus puissante qu'elle renforce l'adhésion. L'autre ne se sent pas contraint. Il se sent intelligent. Et cette illusion renforce son attachement à la décision. Il devient co-auteur de ton plan. Il défendra même ton intérêt, croyant défendre le sien. C'est là que la magie opère. Tu ne négocies plus. Tu orchestres une adhésion volontaire. Et dans ce théâtre bien construit, c'est toujours toi qui écris les deux fins possibles. La sixième technique est la tension du non-besoin, installer un calme désarmant face à l'urgence. Le plus grand pouvoir, dans une négociation, n'est pas d'avoir la meilleure proposition, c'est de ne pas avoir besoin de l'accord. Ce détachement, s'il est réel et visible, crée une tension asymétrique que l'autre ne sait pas gérer. L'être humain négocie toujours avec une urgence en lui. Obtenir, conclure, sécuriser, se soulager. Si tu n'as pas cette urgence, si tu dégages un calme limpide, tu renverses la gravité de l'échange. L'autre se sent peser plus lourd, se sent exposé, se sent vulnérable. Et cette vulnérabilité le pousse à faire un pas vers toi, parfois sans même s'en rendre compte. Machiavel aurait compris que le vrai pouvoir vient de la paix intérieure. Tu ne dis pas « je peux partir à tout moment ». Tu le montres. Par ton regard, ton rythme, ta respiration, tu écoutes sans anxiété. Tu réponds sans hâte. Tu laisses les silences se poser sans vouloir les combler. Et l'autre, face à cette absence de dépendance, panique doucement. Il sent que tu n'as pas besoin. Et c'est cette sensation qui crée la bascule. Car dans toute négociation, celui qui a le moins à perdre détient une aura que l'autre cherche à attirer. Il veut que tu t'impliques, il veut que tu valides, et il finira par modifier sa position pour t'atteindre. Mais cette posture demande un travail profond. Ne pas jouer l'indifférence, mais la vivre. Tu dois accepter que l'issue t'échappe. Tu dois incarner l'idée que rien ne t'est essentiel, sauf ta cohérence. Et lorsque cette posture est authentique, elle devient magnétique. Elle désarme, car elle révèle que tu n'es pas là pour convaincre. Tu es là pour rester fidèle à ta paix. Et dans ce climat rare, l'autre ne sait plus comment négocier. Il cherche à te suivre, juste pour retrouver ce que tu as. Une souveraineté tranquille. La septième technique, c'est la blessure miroir, éveiller un écho émotionnel sans exposer l'autre. Tu ne peux pas toujours dire à l'autre ce qu'il fuit, mais tu peux lui montrer un reflet qui l'éveille. Cette technique consiste à raconter une histoire, évoquer un souvenir, poser une image, non pas pour convaincre mais pour réveiller une blessure dormante. Ce n'est pas une attaque, c'est un miroir. Tu parles d'un autre, d'un contexte différent, mais tu le fais avec un ton, un mot, un détail qui touche une corde sensible. L'autre se reconnaît sans que tu le pointes du doigt, et cette reconnaissance déclenche un mouvement intérieur. Machiavel n'aurait pas parlé ici de manipulation, mais de déclenchement. Tu ne forces pas l'autre à voir sa faille. Tu la fais résonner en lui. C'est une forme d'évocation silencieuse, presque artistique. Tu parles d'un homme qui a tout perdu parce qu'il avait trop attendu, ou d'un père qui s'est enfermé dans l'orgueil et a tout raté, ou d'un marché qui s'est refermé une minute trop tôt, et tu laisses le récit s'installer. L'autre écoute, mais il n'écoute pas avec sa tête. Il écoute avec sa mémoire. Il se sent visé, mais tu ne le vises pas. Et cette ambiguïté crée un écho, une fissure. Il commence à douter, à réfléchir, à vouloir éviter le même sort. Et c'est là que tu proposes ton accord.
pas comme une solution logique, comme une réparation implicite. Tu ne dis pas « voilà ce que tu dois faire ». Tu dis « voilà ce que d'autres ont compris trop tard ». Et l'autre, pour ne pas devenir ce miroir, agit. Il dit oui, il avance. Pas pour te faire plaisir, mais pour ne pas répéter une douleur déjà vécue. Cette technique est fine, mais puissante. Elle ne s'appuie pas sur la logique. Elle touche la peur, la mémoire. Et parfois, l'accord que tu obtiens est un acte de rédemption silencieuse. Tu pensais que pour obtenir un accord, il suffisait de bien parler, d'avoir les bons arguments, de viser un terrain commun. Tu sais désormais que c'est faux. La parole n'est qu'un décor. Le vrai pouvoir se joue dans le silence, la perception, la blessure que l'autre cache sous ses mots. Les négociateurs de Harvard t'enseignent les règles visibles du jeu. Machiavel, lui, t'a montré les courants souterrains. Ceux qui gouvernent les décisions sans bruit. Tu n'as pas besoin d'élever la voix, ni de gagner des débats. Tu as besoin de comprendre ce que l'autre redoute de perdre, ce qu'il refuse de voir, ce qu'il cherche à fuir. Tu influences non pas en parlant, mais en créant un climat où l'autre choisit ce que tu as déjà décidé. Voilà ce que personne ne t'a jamais dit. Tu peux obtenir ce que tu veux, à condition de ne jamais le demander directement. Tu avances dans l'ombre, tu t'effaces au bon moment, tu offres un choix truqué, tu deviens la solution à une angoisse inconsciente. Et l'accord vient. Il ne te supplie pas, il ne t'humilie pas, il s'incline. Ce n'est pas un triomphe visible, mais une victoire intérieure. Et c'est celle-là qui dure. Si ce que tu viens d'entendre a changé ta perception, abonne-toi maintenant. Partage cette vidéo à quelqu'un qui pense encore que la vérité suffit. Et écris en commentaire « Je choisis le pouvoir invisible ».